c'est parti pour 26 km jusqu'à Burgos. Et j'ai fait la grasse matinée jusqu'à 6h30 ce matin. Et là, il est 7h30. Ça ressemble un peu aux Causses du Quercy dans le coin. Il y a un gros nid de cigogne sur le clocher. Alors, on est dimanche, vais-je pouvoir prendre un second petit déjeuner? Parce que celui de ce matin était un peu juste quand même. Ah, ce petit déjeuner m'a requinqué. Alors je dis petit déjeuner parce que j'ai pas pu avoir de café ce matin. Donc je compterai ce second petit déjeuner comme un premier petit déjeuner. Ça c'est cool. Ça veut dire que mon troisième petit déjeuner comptera comme le second. Alors en face, ça doit être le village d'Atapuerca. Et ensuite, j'attaquerai la Sierra du même nom. Donc une petite côte. Mais ça va être la seule de cette étape. Après, c'est tout plat. Bien, on va donc pouvoir continuer notre Reconquista. On en était resté à la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212. Qui vire la victoire écrasante de la coalition d'armées chrétiennes face aux Almohades. Cette victoire ouvre la porte à la reconquête quasi totale du sud de la péninsule, sauf à Grenade. La suite, après la minute, est la côte. Alors, devant vous, vous avez tout un troupeau de brebis qui s'est battu toute la nuit. Parce que, si vous regardez bien, elles ont toutes des yeux au beurre noir. Ça a dû être une sacrée bagarre quand même. Voilà, et devant, il y en a une qui a fait tomber son cornet de glace. Du coup, elle suce la boule qui est par terre. C'est pas très hygiénique tout ça. Voilà, c'était la minute brebis de cette étape. Ah bah quand même. Et en plus j'ai l'odeur. Vous ne l'avez pas. J'ai vraiment l'impression d'être revenu dans les Causses du Quercy. Entre Figeac et Cajarc. Et là, je passe à côté d'une zone militaire. J'ai l'impression que les militaires aiment bien ce genre de terrain avec
des cailloux, des buissons qui piquent et pas d'eau. Bizarre ces chaussures sur la croix. Je savais pas que Jésus avait des baskets. Et là, devant moi, vous découvrez le début de la Meseta que je vais devoir traverser pendant un bon 200 km, ce qui fait quelques étapes. Et là-bas, je me demande si c'est pas Burgos déjà, parce qu'il me semble apercevoir une piste d'aéroport qui est située au sud de Burgos et que la ville a l'air assez grande. Alors ça paraît très proche comme ça, mais il me reste encore un peu plus de 17 km à faire. Donc les perspectives sont quand même pas mal écrasées. Et les distances sont trompeuses. Bon, en tout cas, je suis arrivé au point culminant de l'étape. Du coup, on va pouvoir reprendre avec la situation de Grenade au XIIIe siècle. Alors pourquoi ce que j'appellerais le royaume de Grenade, qui est en fait l'émirat de Grenade, n'est pas conquis immédiatement après la bataille de Las Navas de Tolosa? Eh bien pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Grenade est située dans un terrain montagneux, difficile à conquérir, et que sa population présente une grande cohérence. C'est une population en majorité non mozarabe. Les mozarabes, je le rappelle, ce sont des chrétiens donc non convertis à l'islam, vivant sous domination islamique. Et bien là, dans le royaume de Grenade, on a une majorité de population islamisante. La deuxième raison, et non des moindres, c'est que Grenade, finalement, arrange bien la Castille. Au fur et à mesure de l'avancée des chrétiens, les populations musulmanes fuient vers le sud. Et où vont se réfugier ces populations? Du côté de Grenade. Ainsi, Grenade deviendra un vassal de la Castille durant quelque temps, avant que la conquête reprenne. Et devant moi, c'est un groupe de Français qui est parti de Saint-Jean-Pied-de-Port. En 1229, le roi Jacques Ier d'Aragon, dit Jacques le Conquérant, se fait la réflexion suivante. Bon, on est en train de mettre la pâtée aux musulmans, mais si ça se trouve, maintenant, c'est les curés qui vont nous embêter. Parce que c'est bien joli, la messe, la prière, les vœux de pauvreté, tout ça, mais ça finit par être lassant à la longue. Je suis roi, moi, je suis pas moine. Ce qu'il nous faudrait, ce serait un petit endroit, type une île, où on puisse faire la fête, tout le temps, à toute heure du jour ou de la nuit, en buvant autant de pinards de messe qu'on veut, sans aller à la messe. Je suis sûr qu'un jour, les musulmans feront ça chez eux. En cela, Jacques le Conquérant était un visionnaire. Il suffit d'aller voir à Dubaï maintenant. 1229, donc, Jacques le Conquérant s'en va conquérir les îles Baléares. Malheureusement pour lui, il n'aura pas le temps de faire construire le premier club d'Ibiza,
Il faudra attendre quelques siècles parce que, entre-temps, l'Inquisition espagnole est passée par là. Comme quoi, ce Jacques Ier, c'était un visionnaire. Bien évidemment, cette transcription des pensées de Jacques est fortement sujette à polémique au sein de la communauté des historiens. Toujours est-il que la conquête des Baléares en 1229 prive les musulmans d'une base centrale pour le commerce en Méditerranée. La quasi-totalité de la péninsule ibérique est ainsi reconquise par les royaumes chrétiens. Toutes, non. Seule résiste encore et toujours Grenade, dont nous avons vu que sa présence arrangeait bien les Castillans. La suite, après le second petit déjeuner. Bien, cette pause petit déjeuner étant terminée, je vais finir le XIIIe siècle avec le sort des Almohades. Et oui, nos Almohades, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, ils ont perdu Al-Andalus, mais ils perdront aussi l'Afrique du Nord et seront supplantés par les Mérinides, qui sont aussi des Berbères. À l'issue de cette Reconquista moins Grenade, tout semble aller pour le mieux pour les couronnes de Castille et d'Aragon et pour les royaumes chrétiens en général. Mais la politique de tolérance vis-à-vis des populations musulmanes des territoires conquis va s'amenuiser et cette baisse de tolérance va entraîner des révoltes importantes, notamment à l'issue du siège de Séville. Outre ces tensions internes au territoire, d'autres tensions se font jour, cette fois entre royaumes chrétiens, et en particulier entre la Castille et le Portugal, ce qui amènera de violents combats entre 1383 et 1385. Combats qui verront la participation de la France et de l'Angleterre. Mais pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien, rappelez-vous, la guerre de 100 ans, 1337-1453. Donc, pendant que les Castillans et les Portugais se crêpent le chignon, eh ben, la France et l'Angleterre sont en train de s'étriper joyeusement depuis déjà quelques décennies. Tiens, je ferais bien une série là-dessus, histoire de réchauffer un peu la guerre de 100 ans. De toute façon, ça va être tout plat, il va y avoir que du vert. Je vais pas avoir grand-chose d'autre à dire. Le XIVe siècle sera relativement calme sur le plan militaire. La frontière entre le royaume de Castille et Grenade sera relativement calme. Ils ont dû s'ennuyer au XIVe. Voilà qui clôt pour aujourd'hui cet épisode de la Reconquista, qui a été un peu court, mais là je suis dans une zone qui commence à être très urbanisée. J'ai l'aéroport de Burgos, et honnêtement j'ai envie d'atteindre Burgos assez vite. Donc, pilote automatique et tête dans le guidon, ou dans les bâtons, mais pas trop. Bon bah là, ça fait un moment que je suis une portion goudronnée. Ça faisait longtemps. Bon, il y a une variante du chemin qui part sur la gauche, mais je vais garder le chemin principal. En la longeant à pied qu'on s'aperçoit qu'une piste d'aéroport, c'est long.
Alors, Fontaine, autobus, église, bar. C'est bon, tout y est. Surtout les 2 derniers éléments. Je dois encore suivre cette avenue pendant un peu moins de 8 km. Ça fait un moment que je longe l'usine à Bridgestone. Fabrique des pneus. Alors j'arrive à Burgos, mais il me reste encore 4 km à faire à peu près jusqu'à la zone où se situe mon hébergement. Pas très très loin de la cathédrale, à 300 ou 400 mètres à peu près. Cette entrée dans Burgos est interminable. Ah, et là-bas, j'aperçois les flèches de la cathédrale de Burgos. Mais on verra tout ça demain. Pour l'instant, j'ai juste envie d'arriver, et de prendre une douche et de me reposer un peu. Puis de manger. J'ai faim. Voilà, je suis arrivé et j'ai plus qu'à attendre l'heure d'ouverture. Fin de cette étape de 26 km et le lit superposé que vous voyez derrière moi ne sera pas occupé parce que la chambre, elle est pour moi tout seul. Et en plus, j'ai un grand lit. Donc, je vais pouvoir bien me reposer pendant 2 nuits parce que j'en ai un petit peu besoin. Voilà. Demain, repos. Du coup, on essaiera de visiter un peu Burgos. À demain pour de nouvelles aventures.